Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Pour raconter l'histoire, envoie ta demande là. Il y a 6 personnes en attente. Donc c'est le principe. Mais insistons encore sur le fait que ici là on ne dénonce pas les noms. Bon voilà, on va commencer. Surtout aller droit au but. Éviter de durer entre... Pendant que vous parlez, genre, tu parles, tu es distrait, tu parles, tu es en train de faire quelque chose. Imagine, il y a des gens qui sont en train de t'écouter, qui sont en train de vouloir suivre ton histoire, mais tu es en train de perdre le temps comme ça décourage, ça déconcentre. Parlez normalement et concentrez-vous pour raconter les histoires. Si ce que tu es en train de faire quelque chose, n'envoie pas la demande. Finis de faire ce que tu as fait et monte maintenant. Quand tu es déjà stable, tu es dans un endroit calme. Pas que tu montes et après, pendant qu'on attend l'histoire, tu dis donnez-moi 2 minutes d'abord, je vais partir, je vais quitter le salon pour aller là. Donc tu envoies la demande au salon, toi tu poses tout au calme, au calme. Et surtout, le respect. Ceux qui racontent, respectez ceux qui vous écoutent. Ceux qui écoutent, respectez ceux qui vont te raconter. Ça demande beaucoup de courage de venir là et dire j'ai été, je vais dire violé, je ne sais pas si on va me bloquer le live. Voilà, violé ou bien j'ai été ceci, j'ai été cela. J'ai couché avec un sugar daddy. Bien, j'ai couché avec... C'est pour ça que les gens ont peur. Je suis que parmi là les gens, je dirais, là on est souvent par les 1200, 1300. Il y a sûrement quelqu'un qui a eu à violer, même pas, qui a eu à violer, il a subi les retours. Mais tellement il a peur que s'il monte là, tellement on va juger la personne, ou bien dans les commentaires, il va être chaud dans les commentaires, qu'il a peur de venir raconter. Laissez les gens s'exprimer, permettez-les de s'exprimer. Encourager, motiver les gens qui montent raconter, ça demande beaucoup de courage. Ok? Voilà, on va commencer. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Ok, vous m'écoutez bien? Oui, oui. D'accord. Moi, je vais raconter une histoire pour demander aux parents de bien surveiller leurs enfants, surtout quand ils sont à l'école en fait. Il faut savoir que moi, je crois l'histoire s'est passée, j'étais en 5e. Et à l'époque, j'avais commencé à fréquenter un groupe très étrange. Genre, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une autre histoire, mais il faut savoir que il faisait vraiment en fait des pratiques bizarres et tout. Et dedans, il y a même des personnes qui rentraient en transe et tout, qui parlaient en latin. Vraiment, c'était très étrange. Et en fréquentant ce groupe, comme j'ai dit, j'étais en 5e avec ma copine. Et il y avait un garçon, il était en 4e. Et il s'intéressait à ma copine. Donc, le garçon, on va dire, comme on dit chez nous au Gabon, il avait les yeux ouverts. Il voyait plein de choses qui se passaient et tout. Souvent, en cours, il était là et il était comme figé, il regardait le plafond. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'il voyait, il disait non, il voyait des serpents au plafond et tout, en plein cours. Et donc, vu que le gars, il s'intéressait à ma copine, personnellement, je n'étais pas très proche de lui. Je le connaissais juste au travers de ma copine. Mais à force de fréquenter ma copine, vu que j'étais tout le temps avec elle, j'ai commencé un peu à traîner avec lui. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le gars, vraiment, il était très étrange. Il ne regardait pas les gens dans les yeux. Il avait toujours le regard dissipé. Et à un moment, il a commencé à arrêter de venir à l'école. Quand il a arrêté de venir à l'école, il y avait plein de rumeurs qui couraient sur lui, comme quoi il était fou. Les gens se moquaient de lui, etc. Parce qu'on était au collège, quoi. On était un peu tous des enfants. Mais vraiment, ça parlait beaucoup de lui dans l'école. Et quelques temps après, sa maman est venue à l'école et allée voir l'administration et a demandé à ce qu'on l'enlève de l'école. L'administration était intriguée parce que même l'administration avait eu vent du comportement de l'élève. Et donc, la maman, en parlant avec l'administration, elle avait raconté qu'elle avait confié aux membres de l'administration que le garçon avait essayé d'ôter la vie à son petit frère. Donc, il avait agressé son petit frère, il avait failli lui ôter la vie. Et c'est pour ça que elle souhaitait l'enlever de l'école pour l'interner. Parce qu'apparemment, selon elle, il n'était pas bien dans sa tête. Or, pour ma copine et moi qui le fréquentions quand même assez à l'école,
on savait qu'il avait un gros problème spirituel. Mais sa mère n'était pas une personne très spirituelle, donc elle ne pouvait pas comprendre. Et après, il a été enlevé de l'école. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde disait qu'il était fou, qu'il avait des problèmes mentaux. Vraiment, c'était devenu le sujet de moquerie de toute l'école. Or, ma copine et moi, vu qu'on était assez proches de lui, on savait ce qui se passait. Et comme je vous ai dit au début, lui, je l'avais connu parce que je traînais avec un groupe assez flou. Et donc, encore pour dire encore, je sais qu'il y a des parents dans le live, surveillez vraiment beaucoup vos enfants. Parce que déjà, lui, sa maman, n'était pas une personne ni de prière, ni axée sur le spirituel. Donc, quand on en fait des histoires comme ça, la chose à faire, ce n'est pas de l'interner. Peut-être essayer d'aller voir à l'église des pasteurs ou à la tradition, ça dépend des croyances de tout un chacun. Et de mon côté aussi, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai arrêté les fréquentations que j'avais. Mais le groupe que je fréquentais, vraiment, c'était un groupe pas bien, quoi. Je me souviens à la tête du groupe, parce que c'était vraiment lui qui était à la tête. Moi, à l'époque, j'avais 12 ans. Le gars, il avait 17 ans. Il ne traînait qu'avec des enfants. Vraiment, et il avait, on va dire, comme une ascendance spirituelle sur nous. Donc, vraiment, c'est pour dire que les parents surveillent beaucoup vos enfants. Et si votre enfant se comporte bizarrement, commence à avoir un comportement étrange, ne vous dites pas tout de suite, l'enfant est fou. Même quand vous partez chez le médecin, la paranoïa ne vient pas seule comme ça, c'est toujours un déclencheur. Donc, essayez d'abord de voir ce qui s'est passé avant de dire oui, on va emmener à l'hôpital psychiatrique, etc. Or, le problème est spirituel. Voilà, c'était tout pour mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Une Gabonaise. Oui. Les commentaires. Dans les commentaires. Bonsoir Chantal. Bonsoir DMG. Comment ça va? Oui, ça va. Bon, j'avais une petite histoire à raconter. J'ai deux histoires, mais j'aimerais raconter la première d'abord. C'était une amie. Je vais prendre un nom d'emprunt comme ça. Bon, Anna. Voilà. C'était ma meilleure amie. Bon, on faisait pratiquement tout ensemble. Donc, on a pris une grossesse ensemble. On a pris la grossesse ensemble. On était dans les mêmes mois. Mais à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, bon, par exemple, si ce mois, elle est partie à l'hôpital, elle a 32 semaines, le mois prochain, qu'elle va faire l'échographie, on lui dit qu'elle a 30 semaines. Donc, sa grossesse reculait au fur et à mesure. Il dit, mais c'est pas normal. Donc, on est resté dans ça. Moi, j'ai accouché avant elle. Donc, quand il a vu qu'après mon accouchement, elle n'accouchait toujours pas, il dit, bon, allons voir un gynécologue si on peut te faire une opération. Donc, avant de faire l'opération, le gynécologue a demandé de faire une autre échographie encore. Et là, on va faire l'échographie. Elle a 28 semaines. Il dit, non, qu'est-ce que l'enfant fait un retard? Donc, on va faire la césarienne. Bon, après la césarienne, ils ont découvert qu'elle avait une grosse boule encore dans le ventre. Et le médecin a enlevé ça. Donc, l'enfant est né. Arrivé à la maison, elle a appelé sa belle-mère pour que sa belle-mère vienne rester auprès d'elle. Il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ta maman pour venir rester auprès de toi? Elle me dit comme ça qu'à chaque fois que ma maman ça va rester auprès de mes soeurs après l'accouchement, celle-ci meurt après. Donc elle ne m'aimerait pas que sa maman vienne auprès d'elle. Je dis, bon, ça serait mieux que ta maman vienne, puis que ta belle-mère n'a pas le temps, tout ça. Et elle me refuse de venir. Elle dit, ah, comme tu le dis. Donc, dans ça, on a fait appel à sa maman. Et quand sa maman est arrivée, elle est venue avec un petit garçon d'environ de 10 ans comme ça. Il dit, ah, mais la vieille, toi, tu viens surveiller quelqu'un, puis tu envoies un autre enfant encore. Elle dit non, que elle va envoyer l'enfant. Il dit, ah, ok. Bon, depuis que la vieille est arrivée, ma camarade ne s'est plus retrouvée. À chaque fois, elle était malade. À chaque fois, elle était malade. Donc, j'ai dit, ah, allons à l'hôpital. Elle me dit, non, sa maman ne veut pas qu'elle aille à l'hôpital. Et ça, j'ai dit, pourquoi? Elle dit, ah, elle ne sait pas. Arrivé un moment, elle ne marchait plus.
C'est dans ça, elle m'a appelé. Elle dit, ah Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je vais mourir. Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je sens que je vais mourir. Donc, c'est dans ça, moi, je suis partie avec ma maman chez elle. On est parti la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. C'est dans ça, sa maman a commencé à nous maudire que si quelque chose arrive à son enfant, qu'elle nous tient responsables. Et ça, je dis, ah, par la grâce de Dieu, rien ne va arriver à ton enfant. Maintenant, arrivé à l'hôpital, ils l'ont hospitalisé. Donc, ma maman est partie dans la douche pour aller uriner. Elle a senti une attaque. Elle a senti que quelque chose l'a attaquée. Dès qu'elle est sortie, elle dit, ah, que ma fille, vraiment, je ne comprends rien. J'ai reçu une attaque dans la douche, là, vraiment, ça ne va pas. Ramène ta copine chez elle à la maison. Sinon, toi, tu risques de rester dans cette histoire. Il dit, mais maman, si elle va, qu'elle meurt, comment on fait? Elle dit, ah là, ce n'est pas ton problème. Mais là, même, là, elle ne peut pas passer la nuit avec nous à l'hôpital ici. Donc, c'est dans ça qu'on a envoyé l'enfant, ma copine, chez sa mère. Et en partant, elle me dit, ah, mais Chantal, tu vas me déposer chez ma maman. Et si je meurs? Il dit, non, tu ne vas pas mourir. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand on est parti, j'ai dit, ah, on n'a qu'à se retourner au CHU. Elle dit, non, on n'a qu'à déposer l'enfant de la dame. On n'est qu'à partir. Elle-même n'a qu'à envoyer son enfant à l'hôpital. On allait la déposer. On est retourné à la maison. Cette nuit, j'avais une amie que je l'ai appelée. Donc, d'apprendre Annie. Voilà, Annie, je l'ai appelée. Puis, je lui ai expliqué le problème. Elle dit, bon, Chantal, dans ce cas, demain, je viens pour qu'on puisse aller la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Elle dit, ok. Donc, le lendemain, quand la fille venait, d'abord, quand elle venait pour qu'on puisse la récupérer, elle a eu un accident. Elle me dit, ah Chantal, je venais, mais j'ai eu un accident. J'ai dit, ah, mais c'est grave. Non, c'est pas grave. Mais quand même, je viens. Elle est arrivée. On a pris la fille. Sa maman dit, il ne faut pas qu'on bouge avec la fille. On dit, non, on va l'envoyer à l'hôpital. Au moins, ils vont faire les traitements, puisqu'elle n'a même plus de sang. Elle dit, non, elle ne veut pas qu'on bouge avec la fille. C'est dans ça, maintenant, son mari en question dit qu'il y a des pasteurs qui vont venir prier pour elle. Donc, quand les pasteurs là sont arrivés, ils ont commencé à faire des prières. C'est dans ça, elle dit non, qu'il y a les gens qui viennent compter ses jours. Il y a les gens qui viennent compter ses jours. Ça dit, ah, comment ça? Elle dit, oui, quand on lui dit, il lui reste 3 jours à vivre. Le pasteur dit, ah, par la grâce de Dieu, tu ne vas pas mourir. Maintenant, comme ça, on est resté en train de prier. Et puis, elle dit, ah, ils sont arrivés, ils sont assis dans le fauteuil. Il dit, quel fauteuil? Le fauteuil est en face de toi. C'est dans ça que j'ai enlevé ma chaussure. Moi, je ne voyais pas bien, puisqu'elle disait. Donc, quand j'ai lapidé dans le fauteuil, la vieille étant dans la cuisine a crié. Donc, nous tous, on s'est rassemblés pour aller voir ce qui s'est passé dans la cuisine. Elle dit non, qu'elle voulait mettre le riz dans la marmite et l'eau chaude a brûlé sa main. On dit, ah, ok. Donc, on s'est retourné. C'est dans ça que les pasteurs me disent ils ont dit à manger, ils ont dit à manger quoi. Que là, eux ne peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prier pour son âme. C'est dans ça on est rentré. Le lendemain, on est revenu. On dit on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis on va attendre à ce qu'elle va mourir sous nos mains. Pour ça, on va l'envoyer à l'hôpital. Elle a appelé tout le monde. Elle dit, ah, merci telle personne, merci telle personne, merci telle personne. Et puis, on l'a envoyé à l'hôpital encore, au CHU de Cocody, Abidjan ici. Donc, étant à l'hôpital, on nous dit que non, elle n'a plus d'air dans son poumon, tout et tout et tout. On dit, ils vont faire les traitements. On dit, ok, Dieu merci. La nuit, là, elle a commencé à parler. Quelqu'un qui ne parlait pas, qui était paralysé. Elle me dit non, que, ah, mais Chantal, ça va, il faut rentrer. Il faut rentrer pour que je me repose. Et ça, j'ai dit non, tu ne peux pas te reposer. Puisque tu es si perfusion, je vais rentrer comment? Tu vas te reposer comment? Elle dit non, je veux que tu quittes à côté de moi ici. J'ai dit non, je ne peux pas partir. Elle dit non, pardon, fais à cause de Dieu, il faut partir. Quitte à côté de moi. Dès que je suis sortie de la chambre, elle devait boire yaourt. Si elle a acheté yaourt pour venir, le temps je vais revenir, on me dit qu'elle est décédée. Donc vraiment, faisons attention, même à nos parents. Et ça m'a vraiment touché cette histoire. Jusqu'à présent, bon, je n'arrive pas à oublier quoi, puisqu'elle m'avait déjà prévenu. Et puis bon, ça arrivé.
Donc, c'était un peu ça. Au revoir, JMC. Merci beaucoup pour l'histoire, Chantal. Allô? Bonsoir, Brilova. Oh, bonsoir. Oui, rebonsoir, rebonsoir DMG, rebonsoir la famille. Bien. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que ma mère a vécue. Il y a le bruit là sur ton micro, hein. D'accord. Ça va? Ouais, c'est bon là. Ok. Donc, je disais que l'histoire que je vais raconter ce soir, c'est une histoire que ma mère a vécue au Bénin. Et elle dit que c'était une nuit. Elle était en chambre aux environs de 2h, 1h30, 2h du matin. Elle était en chambre et il y avait ma petite soeur et elle, sa petite soeur également, qui étaient au salon, qui sont restés devant la télé jusqu'à dormir au salon. Et elle, pendant qu'elle était dans la chambre, elle dit que c'est comme si elle a entendu un grand vent sur le toit. C'est comme s'il y a eu un grand vent sur le toit. Et puis, en fait, le truc, c'est comme si elle dormait pas. Elle était mi-endormie, mi-éveillée. Donc, elle a entendu le grand vent. Et puis, elle s'est réendormie totalement. Et pendant elle s'était réendormie, elle dit que c'est comme si elle entendait des pas, comme quelqu'un qui marche dans le salon. Elle entend 2 pas et puis elle n'arrive plus à se réveiller. C'est comme si elle était toujours dans le sommeil en fait. Donc elle est couchée Il y a jusqu'à... beaucoup de bruit, hein. Oui, elle est couchée jusqu'à un Beaucoup trop moment de bruit donné. derrière là. D'accord, je me déplace. Donc elle est couchée jusqu'à un moment donné. Et c'est comme si quelqu'un qui vient la taper pour la réveiller. Donc elle dit, dès qu'elle se réveille, elle soulève la tête et elle voit un gros hibou au-dessus de son lit. Donc, elle voit l'hibou et puis elle se lève maintenant, elle s'assoit sur le lit. Et elle dit, parce qu'elle aussi c'est une femme qui prie beaucoup, et elle dit à l'hibou, non toi on t'a pas prévenu et puis tu es venu jusqu'ici. Elle s'est levée en même temps. Elle a commencé à prier, invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus, prier, invoquer le sang de Jésus. L'hibou a fui la chambre. L'hibou allait dans une... Parce qu'elle vit dans une 3 pièces. L'hibou a fui la chambre, allait dans l'autre chambre. Elle a retrouvé l'hibou là-bas, jusqu'au salon. Les filles qui dormaient au salon se sont réveillées. Le sang de Jésus. Elle dit l'hibou était gros. Et à force de prier, l'hibou s'envolait de partout. On lui lançait les choses, mais bizarrement, rien ne l'atteignait. Jusqu'à ce que l'hibou devienne petit comme un poussin. Tout mouillé. Et à force de prier, elle dit l'hibou est rentré dans l'autre chambre. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de raconter l'histoire. Elles ne savent pas où l'hibou est passé. Parce que toutes les portes étaient fermées. Jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont plus jamais revu l'hibou jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, il y a tellement de choses qui se passent que sans la grâce de Dieu, c'est difficile. C'est très difficile. Voilà, c'est juste mon histoire. Merci beaucoup dans les commentaires. Merci. Bonsoir, user. Bonsoir. Le bruit derrière la télé. Pardon, je l'ai diminué. C'est bon comme ça? C'est bon. Bon, c'est mieux. Ça va? Ok, d'accord. Bon, moi je vais vous raconter une histoire que ma mère avait racontée, qu'elle a subie dans sa jeunesse. Ça s'est passé au Gabon, parce que je suis gabonaise. Donc, elle sortait avec un jeune garçon dans un lycée. Et le garçon était d'une famille très démunie.
quand il allait au lycée, il n'avait rien à manger. Et, comment on appelle, il avait un ami à l'école. Mais l'ami, par contre, son papa était d'une famille riche. Donc, du coup, chaque fois qu'il était à l'école avec son ami, c'est l'ami qui lui payait à manger, c'est l'ami qui s'occupait un peu de lui. Et voilà qu'un jour, l'ami l'a demandé de l'accompagner à la maison, en fait. Donc, il est allé à la maison de son ami. Arrivé là-bas, il a vu le papa de son ami. Le papa de l'ami l'a posé la question que est-ce que tu veux devenir riche? Est-ce que tu veux avoir beaucoup d'argent? Et le jeune garçon naïf a dit oui, je veux être riche, je veux avoir beaucoup d'argent, je veux sortir de cette galère. Et le papa l'a dit ok, pas de problème, il y a des petites choses que tu vas effectuer, mais tu dois respecter les conditions. Le petit a dit ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il a emmené le petit au bord de mer. Quand ils sont allés au bord de mer, le petit, ils ont fait des incantations là-bas en fait. Lorsqu'ils ont fini de faire les incantations, ils sont rentrés à la maison. Quand le petit rentre à la maison, il se rend compte que dans son cahier de l'école, il y a beaucoup d'argent. Alors là, il va chez son ami. Il dit, mais quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon cahier, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'argent. Mais non, le papa du petit lui dit que cet argent-là, tu dois dépenser ça avant le lendemain. Donc, ce qui faisait que quand le petit allait à l'école, il payait à boire à tout le monde, il partageait de l'argent dans le quartier. Donc, les parents se posaient des questions. Ma mère, qui était sa copine, se posait des questions. Mais comment se fait-il que au bout de 3 jours, là, on te voit avec beaucoup d'argent et tout? Comment tu as eu cet argent-là? Et donc, le petit a grandi dans ça. Le petit a grandi, il a grandi dans ça. Donc, à un moment donné, on l'a demandé de donner maintenant sa tante. Naïvement, le petit l'a donné sa tante. La tante en question est tombée malade. Et c'est même lui qui rendait visite à la tante, qui s'occupait de la tante à l'hôpital, alors que c'est lui qui rendait sa tante malade. La tante, elle est décédée. Et après, on l'a demandé quand la tante est décédée, le monsieur lui a fait comprendre que comme ta tante est décédée, tu rentres dans une nouvelle phase. On va te remettre un bijou. Mais on va te remettre le bijou, tu vas sortir de la maison à 3h du matin. Quand tu vas sortir de la maison à 3h du matin, peu importe la personne que tu verras devant toi, que ça soit un animal, que ça soit un être humain, n'aie pas peur. Tu prends juste le bijou que la personne aura, que ça soit sur les mains ou sur le cou. Donc le jeune garçon est sorti, il est parti, il a trouvé un gros serpent avec le bijou sur le cou. Il n'a pas eu peur, il a pris le bijou, le serpent a disparu. Donc le bijou qu'il a pris là, c'était une femme de nuit qu'on l'avait donné. Donc on l'avait donné une sirène. Ce qui faisait qu'il ne pouvait plus avoir des copines. La seule copine avec qui il devait avoir des rapports, faire tout, c'était la sirène en question. Mais non, après on l'a dit de donner la mère. C'était là le gros problème. Le jeune garçon a dit que je ne peux pas remettre ma mère parce que c'est elle qui m'a fait tout, j'aime ma mère, c'est là. Les gens ont dit non, nous on veut ta mère. Il a demandé, est-ce que je peux donner quelqu'un d'autre, un autre membre de ma famille? Le gars a dit non, nous on a besoin de ta mère, on ne veut pas quelqu'un d'autre, on veut ta mère. Et voilà comment le gars a dit non, moi je ne peux pas donner ma mère. Ils ont dit ok, si tu ne peux pas donner ta mère, donc toi-même on te prendra. Donc le jeune garçon a commencé à se discuter avec le monsieur. Il est allé chez sa mère, il allait dormir chez sa mère dans la nuit. Les messieurs sont arrivés, il a commencé à prendre le sel, il a versé, il a crié. Le lendemain matin, on l'a mené dans une église. L'église, quand il est arrivé à l'église, il a commencé à expliquer son histoire, comment ça s'est passé. Mais à un moment, le pasteur a dit, à un moment donné, le pasteur a dit aux jeunes garçons de stopper, qui sont devant l'église, qu'ils veulent rentrer à l'église, mais ils n'arrivent pas. Donc, il a demandé à l'assemblée de prier pour lui, parce qu'à un moment donné, sa bouche se bloquait, ce qui faisait qu'il n'arrivait plus à donner son témoignage à l'église.
Non, pendant ce temps, ma mère n'était plus avec lui, ils se sont séparés. Il a eu ça, il a commencé à faire ça, il était encore jeune. Et donc après, malgré ça, les gens ont prié, il a continué à faire le témoignage. Quand il est sorti de l'église, les gens l'ont attaqué, ces gens-là, spirituellement, lui qui pouvait voir les gens et le pasteur, ils l'ont attaqué. Le gars est reparti dans l'église. Donc jusqu'à présent, il vit dans l'église. Il ne sort plus de l'église. Il n'est que dans l'église. Donc peut-être que je n'arrive pas à bien expliquer l'histoire, comme elle-même m'a expliqué. Mais c'était une façon de dire que dans la vie, la facilité nous amène toujours à commettre des choses irréparables en fait. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il ne faut pas tout accepter facilement. En fait, c'était juste ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Oh, Bonsoir. bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va, bonsoir tout le monde. Ok, ce soir, bon, je vais vous raconter une histoire des enfants qui sont venus distribuer la sorcellerie à l'école. Bon, l'histoire se passe au Togo, à Lomé spécialement, dans un quartier appelé Agoué, dans une école. C'est une sœur en crise à nous, dont ça s'est arrivé avec son enfant. Bon, l'enfant était parti à l'école et à l'école, trois de ses camarades sont venus distribuer des bonbons aux élèves de la classe, aux autres. Donc lui, il a pris pour lui, pour une raison, pour une autre. Il n'a pas mangé son bonbon, il a mis ça dans sa poche. Donc, il a mis dans sa poche, il a oublié. Donc le week-end, sa maman lavait ses habits. Donc, c'est un petit garçon. Sa maman lavait ses habits et bon, avant de laver les culottes, elle a mis ses mains dans ses poches et elle a sorti quelque chose de la poche et c'était un doigt. Oh, bizarre. Il a appelé l'enfant. Que c'est quoi? C'est quoi un doigt humain? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le doigt est en train de chercher dans ta poche? Et l'enfant a dit non. Le doigt, non. Bon, je me suis rappelé qu'on m'a donné des bonbons à l'école et moi, j'ai pris j'ai pas mangé, j'ai mis dans ma poche. Donc, le lundi matin, la maman est allée à l'école, dans l'établissement, toute fâchée et tout. Bon, déjà le dimanche, elle en a parlé à l'église, à la femme du pasteur et tout. Donc, le lundi matin, elle est allée dans l'établissement voir son maître et puis le directeur, que c'est comme ça. Son enfant est venu à la maison. Dans sa poche, qu'elle a vu un doigt. Que qui est venu distribuer le doigt? L'enfant a dit que ce sont des bonbons. Donc, c'est comme ça, ils sont allés dans sa classe et en posant des questions, ils se sont rendus compte qu'il y avait trois enfants qui étaient venus à l'école pour distribuer les bonbons. Donc, on a interpellé les enfants et on leur posait des questions. Apparemment, bon, ce sont des enfants à qui on a donné la sorcellerie. Apparemment, ils sont partis dans le vampirisme. On leur a remis les bonbons pour venir distribuer à leurs camarades à l'école. Donc, c'était une histoire qui a fait un peu truc. Et puis, ils ont appelé les parents des enfants qui ont amené le truc. Et on a renvoyé les enfants de l'école. Donc, bon, bref, c'est ce qui s'est passé. La morale de l'histoire, il faut vraiment prier, surtout pour nos enfants, avant qu'ils n'aillent à l'école. Et dire aux enfants à chaque fois que si quelqu'un leur donne quelque chose, même à l'école, même leurs camarades leur donnent quelque chose à manger, de ne jamais prendre. Donc, voilà mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire dans les commentaires. Bye bye. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci. Je vous raconte mon histoire. L'histoire s'est passée quand j'étais en terminale. Voilà.
Et à la rentrée scolaire, je vais à l'école et tout. Et j'ai ma copine qui, parce qu'elle n'avait pas réglé ses frais de scolarité, vient 2-3 semaines après le début des cours. Quand elle vient, elle me demande mes cahiers, tout ce qu'on avait fait. En cours, elle me demande, je lui dis non, puisqu'on connaît tout ce qui se passe en classe d'examen. Tu ne distribues pas tes cahiers comme ça à qui veut. C'est comme ça que je lui dis non, je peux te faire des photos de mes cours et je te les envoie. Je fais des photos, je lui envoie les cours. Elle prend les photos et tout. Premier devoir de philo arrive. Bon, ça se passe bien. Moi, je me dis, j'ai compris, tout s'est bien passé. Le devoir, il est OK, j'aurai la moyenne. Le prof revient plutôt. Il distribue les notes et il me dit, oh, toi, qu'est-ce qui se passe? J'avais eu 6. Il commence à crier devant les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas compris quoi? Je dis, comment ça, j'ai pas compris quoi? Et c'est comme ça, je dis. Après, il nous compare, tu vois. Il me compare à ma copine. Elle est venue 3 semaines après toi. Elle a la moyenne et toi, non. Qu'est-ce qui se passe si tu commences comme ça? Où va-t-on aller? Est-ce que tu vas avoir ton examen? Ressaisis-toi. Au fait, quand il m'a dit ça, le prof, ça m'a beaucoup choqué. J'étais là, je me suis remis en question. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, je suis allée, j'ai parlé de ça à ma grand-mère. Elle me dit, comment ça? C'est comme ça, je dis, bah, moi, j'ai pas fait de relation entre les cours que j'avais donnés plutôt et moi. Deuxième devoir arrive, la même chose, je n'ai pas de moyenne. Comme ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas encore ça en considération. Et à chaque fois, ma copine en question, elle venait chez moi pour faire les devoirs avec moi. Elle venait faire les devoirs avec moi et tout. Et quand on faisait le devoir devant le tableau et tout, j'étais plus, on va dire quoi? Au fait, j'avais subitement mal à la tête. C'est-à-dire, dès qu'on commence à faire le devoir ensemble à la maison, je commence à avoir mal à la tête, je délaisse, je dis non, c'est bon, moi je vais travailler après, je ne travaille plus. Et ça devenait de mal en pire. Le premier trimestre, c'était pas vraiment ça, j'avais pas eu la moyenne. C'est comme ça, ma grand-mère me dit, il y a un truc qui se passe. Et moi aussi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que quand même, quand on se voit, on connaît notre capacité à l'école et tout. C'est comme ça, ma grand-mère me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle fait appel à notre oncle qui est prêtre exorciste. Et elle dit à mon oncle, oh voilà ce qui se passe. Là, mon oncle me dit, est-ce que tu as remis ou tu as fait des choses ou est-ce qu'il y a eu quelque chose et tout? Ça, je lui dis, mais non, j'ai juste remis des cours en photo à ma copine. Et c'est comme ça, il me dit, est-ce que toi, on t'a jamais dit qu'on ne donne pas ces cahiers ni les photos? Même si tu dis que tu n'as pas donné des cahiers, les photos, c'est ton écriture qui est là-dessus. On voit tout. C'est comme ça, il commence à me faire le serment. Je dis, ok, il me donne des psaumes. Il me dit, voilà, tu rentres en méditation, tu lis des psaumes. Le deuxième jour, je rêve ou je fais un son, je ne sais pas, où je me retrouve dans la cour, tu vois, dans les cours au village, là, dans la cour de ma copine en question. Je connais bien sa maison. Je me retrouve dans sa cour et je vois sa grand-mère. Tu vois, souvent, dans les maisons des gens, il y a des dames vieilles, là, qui ressemblent à des sorcières, là. Je vois sa grand-mère. Je dis, je fais quoi, là, devant sa grand-mère? Je vois sa cour. C'est comme ça que je me réveille, je raconte ça à ma grand-mère. Je dis, ah, voilà ce qui s'est passé. Elle me dit, raconte le rêve à ton oncle. J'explique le rêve. Il me dit, tu vois. Est-ce que tu vois? Et le même jour, quand je vais à l'école, ma soeur et moi, on est en train de parler de ce qui s'est passé et tout. Quand j'arrive à l'école, ma copine en question, elle m'appelle. Elle me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, ok. Je vais. Elle me dit, alors toi, tu pars raconter aux gens que moi, je t'ai fétiché l'écriture. J'ai dit, hein? Comment ça, moi, j'ai raconté aux gens? J'ai raconté à qui quelque chose. Après, dans mon cœur, j'ai dit quelque chose qu'on m'a montré hier dans le rêve. Comment ça, le matin, elle vient me dire qu'elle a entendu que moi, je vais raconter aux gens. C'est comme ça que je dis, moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Je vais à la maison, je raconte ça à ma grand-mère. Et mon oncle, il me dit, dans leur sorcellerie, là, ils ont su que tu les as vus, quoi. Tu as vu ce qu'ils faisaient et tout. C'est comme ça qu'il me dit, continue les prières. Et c'est tout. Ça s'est arrêté et tout. Après, là, toute l'année scolaire, on ne parlait plus ensemble. C'était un peu ça. Bah, c'était ça mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? DMG. Ça va, et toi? Très bien, merci. En fait, je vais raconter une petite histoire. Quand j'étais à Douala avec mes sœurs, on a loué une maison en face au de Aqua, à l'immeuble Bic.
On a loué une maison là-bas. La maison, quand on l'a prise, elle était tellement dégueulasse. Et on a retapé, on a rangé la maison. À un moment donné, la bailleresse dit qu'on doit augmenter le loyer. Et nous ne sommes pas d'accord. Elle dit que dans ce cas, nous, on doit sortir. On dit non. On a donné 1 an de location. On ne peut pas sortir au bout de 4 mois. Elle dit que ok, il n'y a pas de souci. À un moment donné, quand on dort, je commençais déjà à faire des rêves bizarres. Je raconte à mes soeurs, j'ai dit la nuit était bizarre aujourd'hui. Un autre jour, je dors, je me réveille. Je suis nue. Je suis nue. J'ai plus mon pantalon, j'ai plus mon t-shirt, j'ai plus mon soutien, j'ai plus rien. Je panique, j'ai dit à ma petite soeur que ce matin, je me suis réveillée toute nue. Elle ne me croit pas. J'ai dit, je te jure, je me suis réveillée nue ce matin. Elle dit que non. J'ai dit que non, il y a un truc qui ne va pas. Et au milieu du couloir de ma chambre et celle de ma petite sœur, quand tu larvais le sol, arrivé là-bas, il y a l'odeur de la viande et des oignons. Tu vois, quand on bourre de la viande avec de l'oignon, il y a cette odeur qui te frappe dans le visage à chaque fois. J'ai dit à ma petite sœur qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette maison. Elle me dit que non, tout va bien. Un jour, nous sommes allés en week-end chez nos parents à Deido. Quand on revient, je trouve que dans mon lit, il y a le mbunga. Pourtant, nous, on n'avait jamais acheté le mbunga dans cette maison-là. Il y a le mbunga dans mon lit partout, que les gens, on dirait les gens ont mangé. Pourtant, dans cette maison, il n'y avait pas de souris. J'ai dit, je commence à en parler à ma mère. Ma mère dit que c'est louche. Elle nous demande de prier. À un moment donné, elle nous dit de quitter la maison. J'ai dit à ma petite sœur, dans ce cas, moi, je reste plus. Moi, je vais partir. Je rentre chez mes parents. Ma jumelle et ma petite sœur décident de rester dans la maison. À un moment donné, c'est ma jumelle qui me dit que ça ne va pas. Moi, je laisse aussi la maison. On a laissé au final la maison à notre petite sœur. Elle a signé que non, c'est pas vrai. Peut-être ce sont des rêves. J'ai dit non, il y a un truc qui ne va pas. Un jour, elle aussi, à son tour, en plein jour, elle est sortie, elle est rentrée, elle était sur son ordinateur. Elle s'est endormie. Quand elle se réveille, elle se retrouve tout nue. Elle est nue aussi. Elle nous appelle, elle dit que ce qui t'est arrivé m'arrive. Je dis, je t'avais dit, sors de cette maison. Récupérons le reste de l'argent, sort de cette maison. Elle dit non, qu'elle ne sort pas. Elle signe qu'elle reste. Le jour où elle décide aussi de partir, c'est quand la deuxième fois, le même scénario se reproduit au salon aux environs de midi. Elle dit qu'elle a fermé la porte comme on avait l'habitude de fermer. La première porte, on mettait un cadenas avec une chaîne. Et puis à l'intérieur, on bloquait avec la clé. Mais curieusement, à midi, elle se réveille encore, elle est nue. Elle dit, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut partir. Elle dit, bon, je passe cette nuit, je pars. Le même soir, elle nous appelle en vidéo, elle dit, regardez, on dirait qu'il pleuvait des cafards à la maison. Elle a mis l'insecticide. Au sol, il y avait au moins 200 cafards. Elle a balayé, elle les a entassés pour que nous, on vienne voir. Elle vient donc à la maison passer la nuit. Quand nous, on revient avec notre grande sœur, on trouve qu'il n'y a plus rien. Et la dame là nous dit, vous partez ou vous ne partez pas? Nous, on dit qu'on ne part pas. On va chercher quelqu'un qui veut rentrer dans la maison, mais on va expliquer à la fille si elle veut rester. Soit vous nous remboursez le reste de 8 mois de loyer, soit voilà. On a trouvé une autre fille. Elle a dit qu'elle prenait la maison. Nous sommes partis, on a abandonné la fille même avec les lits, avec tout dans la maison. Elle nous a remboursé les 8 mois. Mais cette fille aussi, elle est restée au bout d'un mois, elle a fui. Je vais taire le nom des personnes. Mais si par hasard, il y a peut-être, parce qu'ils avaient des enfants de notre âge aussi, s'il y a peut-être ces enfants, ces cousins qui sont dans ton live, ils vont bien savoir de quoi il s'agit parce qu'ils étaient au courant, parce qu'il s'agit de leur mère et de leur grand-mère. Ils vont bien savoir, ils vont savoir que c'est de la pure vérité. Et je vais quand même indiquer d'où cette maison se trouve. Face immeuble, il y a un grand immeuble de la BIC, si je me souviens bien, parce que ça...
J'ai bien dit ici, là. Pas trop de détails, s'il vous plaît. Parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas là pour... L'histoire, c'était bon. Tu as raconté l'histoire, une maison hantée, machin. C'était bon. Pas de détails, s'il te plaît. Sinon, merci beaucoup pour l'histoire. Merci, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, aujourd'hui, je vais parler de mon histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Donne-moi une minute, s'il te plaît. Ok, pas de souci. Mysol, tu dis à DMG, c'est quelle façon de couper les gens? Ça. Non, pas sérieux du tout. Je ne sais pas sur quel ton je vais donner les règles ici. Je dis ici, on ne donne pas les détails. Même si ce que tu penses que tu as raison, on ne donne pas les détails ici là. Je me mets en sécurité premièrement. Je mets les gens qui interviennent ici en sécurité. Parce que les cas de sorcellerie, on ne prouve pas ça en disant que mon voisin a disparu ou je me suis réveillé sans caleçon, sans avoir une preuve concrète. Si tu n'as pas une preuve tangible qu'on va voir comme ça avec nos yeux, ça ne sert à rien de venir donner les noms ici. Parce que quand ça va monter là-bas en haut, quand on va porter plainte pour diffamation, c'est ici qu'on va prendre la référence. On va dire dans un live de DMG TV, c'est ma gueule qui se voit à l'écran là. Ok? Et quand on va venir, on va me demander c'est qui a raconté. Je vais dire ok, c'est tel nom, c'est telle personne qui a dit. On remonte à ça, on porte une plainte, on dépose une plainte. Et elle va devoir aller prouver ça là-bas en haut. On est là pour les histoires mystiques, c'est vrai, mais il faut aussi donner les conseils à ceux qui racontent. Parce que ça va les mettre dans les problèmes pour rien. Celle qui est la bailleresse là va reconnaître sa voix, va savoir de qui il s'agit, elle pourra remonter à elle. Tu veux écouter l'histoire avec les preuves et la personne qui a raconté l'histoire finit en prison. Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Si par exemple tu peux apporter plainte, ou bien tu dénonces un fait. Mon voisin a apparu dans ma maison. Est-ce que tu peux prouver qu'il a apparu dans ta maison? Sinon, il pourra te porter plainte pour diffamation ou bien pour fausse accusation. C'est un peu de... Donc, essayez de mettre les gens qui racontent aussi sur un côté safe, sur le safe side. Sinon, ça ne sert à rien qu'on soit ici pour mettre les gens dans les problèmes. Ok? Voilà. On juge les pratiques de sorcellerie. Ça veut dire qu'on veut voir, par exemple, quelqu'un qui a pris ta photo, percé avec l'aiguille, mettre le fil rouge, machin, faire des incantations, c'est filmé. Ça, on peut juger facilement. Mais dire que quelqu'un a apparu, tu n'as aucune preuve. C'est difficile. Ok, tu peux continuer ton histoire. Ok. Mais c'était ma dernière année au collège en terminale. Je fais la rencontre d'une petite. Genre, nous avons tendance à prendre les filleuls, au fait. Mais nous étions tellement proches qu'on s'aimait beaucoup. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelque temps après le baccalauréat, je suis gravement tombée malade. J'arrivais à peine à marcher et aussi à parler. Donc ça, mon père m'a fait quitter la ville. Je suis allée me faire traiter au village et autres. Après mon retour, elle a eu à m'appeler pour me dire qu'elle voudrait qu'on sorte et autres. Moi, je lui ai dit, moi, je suis malade, je ne peux pas sortir. Donc, on fera la prochaine fois, peut-être. Donc ça, elle a peut-être pris ça en cœur. Un beau jour, j'ai reçu la visite de l'une de mes oncles parce qu'il a tendance à m'appeler princesse. Lorsqu'il est arrivé, enfin, il ne m'a même pas salué, puis il a dit, princesse, tu as quoi? Comme c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mystique et autres, les médicaments traditionnels et autres. Il est rentré en forêt. Il a eu à prendre des médocs traditionnels. Il est venu, il ne m'a pas parlé, il a dit, tiens, fais bouillir, lave-toi avec. Et dans ça, il m'a dit comme conseil, fais attention à tes amitiés. Sinon, tes amitiés te perdront. Donc, en fait, je n'ai pas compris la partie. Je dis, c'est quelle manière de prévenir ça? Et il m'a dit, tu vas le comprendre. Le temps viendra. Donc, quelques temps plus tard, il y a la petite qui m'écrit pour s'excuser des trucs pas catholiques qu'elle a fait. Genre, elle est rentrée dans des endroits pas possibles pour détruire ma vie, au fait. Donc là, maintenant, ça fait des années qu'on ne cause plus. Ça fait près de 4 ans maintenant qu'on ne cause plus. Tout récemment, elle a eu à m'écrire. Elle continue toujours à s'excuser. Donc, je sais pas, en fait. Je sais pas
si je devrais accepter ces excuses, vu qu'il y a eu des histoires de mystique là-dedans, j'aimerais bien qu'on me donne quelques conseils en commentaire. Parce que cette histoire d'amitié, vraiment, ça commence à me faire peur. Avec toutes les histoires que j'entends, avec ce que j'ai vécu avec la petite, toute cette période de maladie, et elle me dit c'est elle la cause de toutes ces maladies. J'arrive vraiment pas à y croire en fait. Non, Ok. c'est Dans les commentaires. tout ce que j'avais à dire, oui, dans les commentaires. Bonsoir, Force Tranquille. Bonsoir DMG, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça c'est, je ne sais pas si je peux appeler ça une histoire, mais c'est quelque chose qui s'est passé dans l'avion, qui m'a beaucoup touchée, que j'aimerais partager avec vous et puis faire une petite morale derrière. Alors donc, c'était lors d'un voyage, donc un vol long courrier. Alors, pendant la nuit, déjà, je vais commencer par dire, quand on rentrait dans l'avion, on avait trouvé quand même, moi personnellement, j'avais trouvé quand même le commandant un peu très très vigilant. C'est comme si il suspectait quelque chose. Donc le commandant était devant l'avion. Donc tous ceux qui rentraient, ils vérifiaient les billets, ils vérifiaient les passeports, ils vérifiaient. Donc ils nous regardaient, ils regardent le passeport, ils regardent le billet. Il était vraiment vigilant. Et puis nous sommes allés s'asseoir. Il est passé aussi dans les couloirs, regarder. Mais il s'intéressait surtout à un monsieur qui était assis devant moi. Il venait, monsieur, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Il part. Après un moment, les hôtesses de l'air ou les stewards reviennent encore, demandent quelque chose au monsieur. Oui, ça va. Et puis après, on a pris notre vol, il a décollé. Et dans la nuit, comme ça, tout le monde dormait. Il y en a qui regardaient les films, mais moi, je dors pas dans l'avion. Franchement, que ce soit des heures et des heures de vol, moi, j'étais là éveillée. Et tout d'un coup, j'ai vu le monsieur qui était devant moi sortir un petit sac noir de sa poche. C'est comme les sacs poubelles. Il a sorti, il est parti aux toilettes. Il a mis un petit temps, il est revenu. Le sac, il y avait quelque chose dedans. Alors que quand il partait, le sac, c'est juste un petit truc noir. Mais quand il est revenu, c'est comme si le sac, on l'avait gonflé. Après, il s'est levé, il a pris sa valise en haut, là où on met les valises. Il est descendu avec, il a mis sur ses pieds et il a mis de l'argent. Il a mis de l'argent dans la valise. Alors, bon, moi, ça m'a fait un petit truc, j'ai rien compris d'abord. Il a refermé sa valise, il a remis en haut, il s'est encore assis. Quelques minutes plus tard, je sentais, c'est comme s'il voulait vomir. C'est comme s'il voulait vomir. Et il s'est encore levé, il est allé dans les toilettes. Et il est revenu encore avec un sac comme ça, comme sac poubelle, comme ça, mais noir, mais on ne peut pas voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et puis il s'est assis. Les gens dormaient. Il a encore pris sa valise en haut, il s'est assis calmement. Il a encore renversé. C'était de l'argent, des billets d'avion, des euros comme ça, tout propre. Et là, mes pieds commençaient à trembler un peu. J'ai dit, mais je rêve ou c'est vrai? Et puis après, il a replié le sac poubelle là, donc bien plié, il a mis dans la valise, il a rangé son argent là comme ça, il a bien rangé, il a refermé sa valise. Mais après un moment, le commandant, il est passé, il le voyait, il partait. C'est comme ça, c'est quelque chose qui m'a tellement touchée. Après, on est arrivé, on a atterri dans le pays où on allait, chacun parti chez soi. Mais si je suis montée aujourd'hui, c'est pour dire une chose. Quand quelqu'un quitte un voyage ou bien qui vient chez vous, qui ramène beaucoup d'argent, qui vous donne de l'argent, on ne sait pas d'où vient cet argent-là. Ça m'a touchée. J'ai dit, cette personne va aller donner cet argent à sa famille, à ses amis, aux filles ou dans un bar. Et ces personnes qui vont utiliser cet argent, qu'est-ce que ça va leur apporter? Donc, je suis montée vraiment pour ça. C'est bien, tu as un ami qui revient peut-être de l'étranger. Ah, mais un tel m'a donné 1 million ou un tel m'a donné 500 000. Ah, il est généreux. Vraiment, faites une petite prière ou déclarez quelque chose. Vraiment, le message, c'était ça. Et puis dire aussi vraiment que les commandants de bord, franchement, ils ne sont pas commandants par hasard. Je me suis dit, ils sentent quelque chose.
ils ne sont pas commandants par hasard. Et ça m'a beaucoup touchée parce que moi, ce vol-là, je me suis dit, ce commandant avait senti quelque chose. Des fois, un vol, le commandant dit, on a un retard, ou bien il dit, on vole pas maintenant. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'avion. Et ce jour-là, quand même, on avait pris du retard. Et le fait de passer devant ce monsieur, je pense qu'il avait senti quelque chose. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, DMG. Merci, je te suis dans les commentaires. Merci, mon frère. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir, Darcy. Bonsoir, DMG. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. L'histoire que je vais raconter concerne celle d'une amie. Bien évidemment, j'ai d'abord demandé la permission, mais je vais pas donner son nom. Je lui ai demandé la permission si je pouvais raconter ça. En fait, mon amie en question a deux parents issus de deux ethnies différentes. Et l'ethnie de son père, à l'époque, n'acceptait pas d'autres ethnies que l'ethnie en question. Vu que je suis gabonaise, son père est Nzebi, sa mère est Fan. Donc, les Nzebi, eux, à l'époque, toutes les personnes du Sud n'acceptaient pas les Paouins, comme ils aiment bien appeler les Fans, les Paouins. Donc, c'était une grosse guerre entre les familles à cette époque-là. Et malgré tous les tourments, ses parents ont décidé de continuer ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il y a eu des disputes. À un moment donné, entre les parents de la fille, ça n'allait plus. C'était vraiment un acharnement. Tout le temps, c'était des problèmes. Et donc, la mère de ma copine avait décidé d'aller la laisser chez ses grands-parents. Donc, les parents de son père. Les parents de son père n'aimaient pas sa mère. Ils la détestaient. C'est-à-dire, on va détester quelqu'un, on ne la connaît même pas, mais on va la détester juste à cause de son ethnie. Juste à cause de ça. Juste à cause de l'ethnie, en fait. Et qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que la petite partait chez ses grands-parents, il la maltraitait. C'est-à-dire, ses propres grands-parents la frappaient, il la maltraitait, il lui donnait, il ne la nourrissait pas bien, il donnait un mauvais traitement. Et un jour, sa grand-mère lui a dit comme ça que si c'est pas ta mère que je vais tuer, c'est toi que je vais tuer. La petite avait à peine 9 ans ou 8 ans quand sa grand-mère lui avait dit ça. Sa grand-mère lui avait dit si c'est pas ta mère que je vais tuer, c'est toi que je vais tuer. La petite ne comprenait pas, elle disait mais pourquoi ma grand-mère me parle comme ça? Pourquoi ma grand-mère est fâchée contre moi? Pourquoi ma grand-mère déteste ma mère? Je ne comprends pas. À chaque fois, si c'est pas ma mère, c'est mon père. Si c'est pas mon père, c'est moi. Il y a toujours un acharnement. Et puis un jour, le boss de ma copine en question avait changé. Il était devenu distant. Il n'était plus aimant avec sa mère. Il était devenu vraiment quelqu'un de froid et tout et tout. Et il y avait un jour où sa mère est venue la chercher et sa mère a constaté que son père avait une autre copine. Et la grand-mère de la fille savait que son père avait des copines et ça l'arrangeait. C'est-à-dire que elle savait que son père avait des chisas. La grand-mère savait que son fils amenait des copines à la maison et elle acceptait ça parce qu'elle voulait à tout prix que les parents de la fille se séparent. Et puis un jour, comme ça, la mère de la fille décide que bon, là c'est trop. Ma belle-mère ne peut pas me détester juste parce que je suis Fan, parce que je suis Paouin, comme ils aiment dire. Elle ne peut pas me détester juste à cause de ça. Et la mère est partie voir un ganga, partie voir un charlatan. Partie le voir. Le charlatan lui a dit, mais ta belle-mère te déteste parce que, ton étoile brille tellement fort et dans leur famille, il y a tellement la sorcellerie. Elle sait que si tu prends son fils, si t'épouses, il va totalement se détacher d'eux.
il va se détacher il va complètement tourner le dos parce qu'il est envoûté. Donc, le père était envoûté. À chaque fois que le père de ma copine voyait sa mère, c'était toujours des bagarres. Les bagarres n'en finissaient pas. Des bagarres, même étant enceinte, sa mère s'était battue avec son père. Et la grand-mère ne faisait rien. La grand-mère était seulement assise là. La grand-mère regardait seulement. Donc, le grand-gars a dit que tout ce qui se passe actuellement avec ton mari, c'est ta belle-mère qui fait ça. C'est elle qui fait ça. Tu ne remarques pas que quand il quitte de chez sa mère pour venir rester avec toi, vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes vraiment, il y a l'amour dans la maison. Mais une fois qu'il part chez sa mère, c'est des bagarres. Il y a toujours des bagarres. Il y a toujours des bagarres. Il y a toujours des bagarres. Et un jour, la mère de ma copine en question est venue la récupérer puisqu'elle restait chez sa grand-mère. Elle a dit non, moi je ne veux plus que ma fille reste ici. Je suis venue la récupérer. La grand-mère a dit bon, débarras, pars avec ton ordure d'enfant, pars avec ton ordure. La mère est partie avec. Les années sont passées, la fille ne fréquentait plus la belle-mère. Les années sont passées comme ça, elle ne fréquentait plus. Il y avait plus de rencontres. Même le mari disait que mais c'est comment tu ne viens plus voir ma mère et tout. C'est là où la mère disait que mais attends, tu ne vois pas comment ta mère me traite? Tu ne vois pas comment ta mère me traite? Elle accepte même que pendant que je suis en train de me battre avec tes chisas, elle les regarde, elle ne dit rien. Jusqu'à toi-même, au lieu de nous séparer, tu viens encore me bastonner. Donc la mère a décidé de prendre des distances, elle a pris son enfant, elle est partie. Les années sont passées. Et un jour, la grand-mère de la fille est tombée malade. Elle est tombée gravement malade. Elle avait les pieds qui s'enflaient seuls. Je ne sais pas si c'est une maladie, c'est les traumatismes, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, les traumatismes. Elle avait les pieds qui s'enflaient. Et les pieds avaient des purulences, c'est-à-dire il y avait du pus qui sortait. Quand on appuyait sur les pieds enflés, le pus sortait. On ne comprenait pas, on est allé à l'hôpital et tout. Les docteurs n'ont pas pu expliquer ce qui se passait. On disait que c'était des traumatismes, mais avec des pus dedans, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des traumatismes avec du pus à l'intérieur. Et après ça, ma grand-mère a demandé à mon père d'appeler ma mère. Elle a dit, je veux voir ma belle-fille. Pendant qu'elle était malade, elle disait, je veux voir ma belle-fille. Ma mère a dit, non, je ne veux pas. Plutôt la mère de la fille a dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas la voir, je ne veux pas la sentir. Je ne veux pas la sentir, je ne veux pas... Le père de la fille a insisté, non, va la voir. Non, va la voir, va la voir. Va la voir. Va voir la fille. Va voir la grand-mère. Elle allait voir sa belle-mère. Quand elle part voir sa belle-mère, la belle-mère lui dit, je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. Elle dit, mais quel mal? Non, tout le mal que je t'ai fait, tout ce que mon fils te faisait, les maltraitances, les injures, le fait qu'il te bastonne, tout ce qu'il te faisait, c'est moi qui ai fait ça. La mère de la fille dit, ah, mais comment ça? Oh non, je l'envoûtais. Donc, elle envoûtait son fils pour que il quitte la mère de ma copine en question parce qu'elle était juste parce qu'elle est paouin, juste à cause de l'ethnie, en fait. Je sais pas si ça existe seulement ici chez nous. Mais il y a des familles qui ne peuvent pas s'unir juste à cause de l'ethnie. Juste à cause de ça. Et donc, la grand-mère en question a demandé pardon à la belle-fille. Elle a dit à la belle-fille, je te demande pardon. Même souvent, quand ma petite fille était malade, c'est moi qui la rendais malade. Elle avait des problèmes de peau, elle avait des teignes, tout le temps des problèmes de peau, c'est moi qui la rendais malade. Et elle a demandé pardon à sa belle-fille. Sa belle-fille lui a je ne sais pas, ma copine m'a dit, je ne sais pas si sa mère a pardonné, mais jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours cette douleur-là, quoi. Elle a cette douleur, mais elle-même n'a pas connu sa grand-mère. Donc, c'était ce que je voulais raconter aujourd'hui. Je ne dis pas que toutes les grand-mères sont pareilles. Personnellement, moi, j'ai pas connu ma grand-mère. J'ai pas connu mes grand-mères, mais je ne dis pas que toutes les grand-mères sont pareilles. Mais quand vous partez déposer vos enfants, assurez-vous vraiment à qui vous donnez vos enfants, quoi. C'était juste l'histoire de ce soir. Merci pour la compréhension et merci pour votre attention. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire.
Bonsoir. Bonsoir, DMG. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien et toi? Très bien, merci. Ben voilà, avant de commencer, je vais d'abord te féliciter pour ton professionnalisme et surtout pour ta sagesse. Je dis ça parce que moi déjà par exemple, j'ai beaucoup d'histoires, vraiment beaucoup, c'est dommage, mais que je ne peux pas me permettre de raconter parce que ça ne me mettrait pas en sécurité moi-même. C'est des choses qui impliquent, voilà, ce serait reconnaissable, donc je ne peux pas les raconter. Donc je te dis merci parce que la jeune dame tout à l'heure, en te protégeant et en protégeant tout le monde, elle-même aussi, c'était pour son bien. Donc voilà. Et s'il vous plaît, essayons de partager, tapoter, tout ça. Qu'est-ce qu'on dit souvent encore? Ben, tout ce qu'on dit, quoi. Tout ce que vous savez, faites-le. Et évitons le jugement, s'il vous plaît, parce que parfois, c'est pas facile pour une personne de monter et raconter son histoire. Et même accepter, sachant déjà à l'avance qu'on peut être critiqué, que les gens peuvent le prendre d'une autre façon. S'il vous plaît, évitons de juger. Parce qu'on ne sait jamais quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans la vie des gens. Les gens viennent raconter les histoires, mais le fond, on ne peut qu'écouter ce qu'on nous dit, mais personne ne sait le fond des choses. Donc voilà, moi ici je vais vous raconter une histoire qui concerne le prêt d'argent. Elle sera très courte, mais voilà, je vais aller à l'essentiel. C'est une histoire qui concerne le prêt d'argent. Il s'agit d'un monsieur qui s'est marié. En fait, il a épousé une femme plus jeune que lui. Il était tellement fier d'avoir une belle femme jeune qu'il voulait tout lui offrir, quoi. Alors, il avait commencé la construction de leur maison. Ils étaient en location pendant le moment du mariage. En fait, ils ne sont pas restés longtemps en location. Il a entamé la construction de la maison. Mais il n'avait pas les moyens pour aller jusqu'au bout. Il a quand même persuadé sa femme de déménager pour aller s'installer dans la maison pendant qu'ils finissent les travaux, quoi. Ils sont allés. Une fois dans la maison, la femme a commencé: ah, il n'y a pas ci, ah, ça, ce n'est pas fini, ah, machin, moi je veux ça, il faut faire comme ça, et tu ne vois pas tel. Et le mari, voulant faire plaisir, vraiment, il avait tellement peur que la femme, si elle n'est pas satisfaite, qu'elle parte, quoi, qu'elle le quitte, parce que c'était déjà un monsieur qui avait eu difficile à trouver femme. Et donc, il a pu se marier en étant vraiment déjà bien âgé. Alors, un jour, il y a un de ses amis qui lui dit: ben, écoute, si tu as des soucis d'argent, moi, je connais une personne qui peut te prêter de l'argent. Le monsieur lui dit: ben, c'est qui? Il lui dit: ben, c'est tel monsieur. Il dit: mais moi, j'entends des choses bizarres sur le monsieur, moi ça me fait peur, j'ai pas envie trop d'aller vers lui. Son ami lui dit: mais non, c'est rien, c'est juste un prêt d'argent, tu ne traites rien avec. Il dit: ok, ça va. Il pense encore à sa femme, aux paroles de sa femme. Il dit: ok, ça va, ça fera plaisir à ma chérie, je vais aller voir le monsieur. Il va trouver le monsieur. Il lui dit: j'ai envie de finaliser les travaux de ma maison et tout ça. Est-ce que tu peux me faire un prêt d'argent? On m'a dit que tu fais des prêts d'argent. Le monsieur lui dit: oui, je fais des prêts d'argent. Mais est-ce que tu es sûr de pouvoir me rembourser? Donc, j'en reviens au fait, l'histoire de souvent répondre oui à des questions qu'on nous pose sans savoir ce qu'on accepte en fait. Et il lui dit: oui, 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 je suis sûr et certain de pouvoir te rembourser. Il dit: tu es sûr que tu pourras me rembourser? Il dit: oui. Il lui dit: d'accord. Il dit: mais seulement ça prendra peut-être un peu de temps, mais je te donnerai au fur et à mesure jusqu'à ce que je te rembourse. C'est certain, je te rembourse ton argent. Le monsieur lui dit: d'accord. De combien as-tu besoin? Ben, il lui dit approximativement telle somme. Il dit: ben, je te donne ça, tu fais, et si tu as encore besoin d'autre chose, tu viens. Si ça ne suffit pas, tu reviens. Il dit: ah oui, ça va. Il était tout content. Il était rassuré parce qu'il se disait, il avait peur. Il se disait: ben, si j'arrive là et qu'il me propose quelque chose, je ne vais pas accepter, parce que il se disait que forcément on va lui proposer quelque chose de bizarre. Mais comme il n'y a pas eu ça, il s'est dit: ben, c'est simple. Donc, j'ai juste fait un prêt d'argent. Le moment venu, il a eu de la chance, dans ses affaires ont marché. Il a pu avoir la totalité de ce qu'il a emprunté au monsieur et il voulait aller lui rendre son argent.
Il va chez le monsieur, il dit à sa femme, ça va, je vais rendre l'argent, on a fait la maison. Ils avaient fini en fait, mais ils ont fait les toilettes extérieures, comme on fait dans nos pays africains, là, les toilettes extérieures avec juste le trou. Et puis voilà, il y avait ces toilettes-là à l'extérieur et les toilettes internes. Mais ceux d'extérieur étaient juste des toilettes traditionnelles, quoi. Voilà, mais d'aller, c'était bien d'aller. Vous allez comprendre pourquoi je précise ça. Donc le monsieur, il dit à sa femme, je vais aller rendre l'argent, je suis content, si bon, comme ça, je n'aurai plus de dette avec ce monsieur-là, je suis vraiment contente de pouvoir finir ma dette avec. La femme dit, ben c'est bien, c'est super, et puis la maison, moi je suis contente de la maison, et bien, elle sait que le monsieur va rendre l'argent. Et dès qu'il arrive, il trouve le monsieur qui lui a emprunté de l'argent. Il lui dit, ben voilà, je suis venu te rendre ton argent. Le monsieur lui dit, mais non, je ne peux pas prendre cet argent. Il dit, mais comment ça tu ne peux pas prendre cet argent? C'est la somme que tu m'as donnée. Tu ne m'avais pas parlé d'intérêt. Si tu veux des intérêts, je te rends ça et après je vais voir pour te mettre. Tu ne m'as pas parlé, on n'a pas parlé, tu m'as dit que je te rende la somme. Il dit, non, ce n'est même pas des intérêts qu'il s'agit. Ce n'est pas l'argent que tu me rends, ce n'est pas cet argent que tu dois me rendre. Ils disent, mais c'est encore de quel genre d'argent tu me parles? L'argent, c'est l'argent. Il dit, non. Je t'avais posé une question. Je t'avais demandé si tu étais sûr que tu pouvais me rembourser. Tu m'as dit oui. Le monsieur dit oui et c'est pour ça que je viens te rembourser ton argent. Il dit non, je ne prends pas l'argent. Le monsieur rentre chez lui avec l'argent. Il va trouver sa femme. Il explique à sa femme. Il dit, mais je ne comprends pas. Je suis allé rendre l'argent au monsieur, mais il ne veut pas récupérer l'argent. Il me dit que non, il ne prend pas. Ce n'est pas cet argent-là qu'il veut et que je lui avais dit que j'étais sûre de rendre l'argent, mais c'est pourtant ce que je fais. La femme lui dit, ah, je sais pas, il veut peut-être quelque chose en plus. Ben, si tu as quelque chose en plus, mets dessus et on y va ensemble. Bon, ils se mettent en chemin, ils vont chez le monsieur, ils vont donner l'argent. Le monsieur encore, il refuse l'argent. Il dit non, ce n'est pas ça que tu dois me donner. Ce n'est pas cet argent que tu dois me rendre. Tu m'avais dit que tu pouvais me rendre, tu pouvais me rembourser. Et là, tu continues de m'apporter de l'argent. C'est pas ça que je veux. La femme lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Il demande à la femme de sortir, qu'il va parler avec le monsieur. Alors il dit au monsieur, je veux ta femme. Le monsieur qui dit, comment ça tu veux ma femme? Moi je viens de l'épouser, j'ai même pas encore d'enfant avec, rien. Moi je ne vais pas te donner ma femme. Il pensait que en fait le monsieur voulait prendre sa femme comme épouse. Mais il ne comprenait toujours pas le sens. Il dit, mais non, non, c'est pas ça. En fait, tu dois me rendre l'argent en forme humaine, quoi. Tu dois me vendre ta femme, tu dois sacrifier ta femme. Le monsieur dit, ah non, ça c'est pas possible. Je ne peux pas sacrifier ma femme. Moi, non, tout ce que tu veux, mais je ne peux pas sacrifier ma femme. Il dit, ben, dans ce cas-là, si tu ne peux pas sacrifier ta femme, je te donne 5 jours. Dans 5 jours, si tu ne m'as pas remboursé mon argent ou me donner ta femme, tu vas toi-même devoir payer ta dette. Il dit, mais oui, mais je te donne l'argent, mais tu refuses. Il dit, non, quand je dis rembourser l'argent, ça veut dire toi-même, tu vas devoir payer la dette. Le monsieur sort, il n'a pas le courage de raconter ce qu'on lui a demandé à sa femme. Il ne dit rien, il rentre à la maison. Les jours passent. Il arrive au troisième jour, il est inquiet, il tourne. Et après, il se dit, mais il n'y a rien qui se passe. Il est confiant, il ne dit rien à sa femme. Et le 5e jour, en fait, on ne sait pas pourquoi, au lieu d'aller dans les toilettes internes, il est sorti, il dit à sa femme, je vais aux toilettes, mais il va dehors. Sa femme dit, mais non, je vais aller dehors, je préfère aller dehors. Et sa femme, elle attend son mari, elle attend, le mari ne revient toujours pas. Tout le monde attend, le mari ne revient toujours pas. Après, elle va quand même regarder dans les toilettes. Elle trouve juste une babouche. Une babouche du monsieur près du trou du WC, quoi. Et on se demande où le monsieur est passé. Elle alerte les gens du quartier, les gens viennent et puis pour finir, on se dit mais c'est bizarre, comment il y a une babouche et le monsieur a disparu comme ça? Alors, les gens regardent, je sais pas, quelqu'un qui torche et puis qui dit mais il y a quelque chose de bizarre dans le WC, il y a quelque chose là, c'est bizarre. Et on casse le WC, effectivement, on retrouve le monsieur dans le WC, il était décédé, mais on ne sait pas comment il a fait pour passer par le petit trou du WC. On ne sait pas comment il a fait, mais il était dedans, entier, mais il était déjà décédé.
Et c'est là que la femme raconte qu'il y a eu une histoire avec l'argent, que l'autre monsieur ne voulait pas reprendre l'argent. Mais quand on est allé lui demander, il n'a pas caché, hein. Il a dit oui, oui, je lui ai dit, je lui avais posé la question de savoir si s'il est capable de me rembourser. Il m'a dit oui. Et là, il n'a pas pu me rembourser, il n'a pas voulu me donner sa femme, donc c'est lui qui est parti. Et il le savait, il avait un délai. Donc voilà, voilà l'histoire. Pour moi, je pense que la morale, c'est faire attention quand on va emprunter l'argent quelque part. Surtout quand on a déjà un pressentiment et que ça ne nous dit pas, voilà, on a un pressentiment, il faut pas y aller, quoi, faut pas insister. Et aussi éviter les oui qu'on dit chaque fois, sans savoir à quoi on répond, en fait, ce qu'on est en train d'accepter. Voilà, je vous souhaite bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire, Marley. De rien. C'est Merlin, comme Merlin, le féminin de Merlin. Désolé. De rien, c'est pas grave. Allez, bonne soirée. Au fait, tes cheveux ont diminué, il me semble. T'as coupé? Oui, oui, j'ai diminué un peu. Oui, parce que j'ai remarqué ça a diminué. Allez, bonne soirée. Je laisse les autres raconter leur histoire. Et voilà, que Dieu nous garde tous. Au Bonne revoir. soirée. C'est pas à tout qu'on dit oui. Même tu manges le coquille. Jamais. J'aime manger le coquille. Jamais. Oui, on ne dit pas oui à tout. Et après, vous allez voir les gens comme ça, vous prêtez. Ils te prêtent 50 000 francs par exemple. Après, quand tu viens rembourser, ils te disent je veux exactement les billets que je t'ai remis. C'est-à-dire que les mêmes coupons. Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. On ne peut pas chez tout le monde et c'est très important le message qui vient de passer là. J'espère que vous avez compris. A word to a wise is sufficient. Ceux qui ont compris ont... Bonsoir DMG. Allô? Bonsoir, J'espère comment ça va? que vous allez bien. Moi, j'ai une petite histoire à raconter que ma mère m'a racontée. Ceux qui ont remarqué comme moi, à minuit ça bug toujours. À minuit il y a souvent un petit bug là. Mais il faut tapoter Partout, l'écran. et Je pense que quand on tapote, ça ne bug plus. Oui, oui, non, c'est pas ça. Ah, ok. Même ici, là, sur mon modem, là, je vois ma connexion, c'est encore de faire un genre. Ok. Donc, L'histoire, s'il te plaît. c'était un homme qui aimait beaucoup la fête. Il aimait sortir, il aimait les filles, il aimait la vie en fait. Maintenant, c'était le 31 décembre, il était sorti avec ses amis. Ils sont sortis pour, comment dire, pour sortir boire. Comme le 31, tout le monde sort pour fêter les feux d'artifice. Il est vers 2h du matin. C'est pas, il dit à ses amis, lui, il veut une fille sur place. Il veut une fille. Il a envie d'une fille. Ses amis lui disent, non, aujourd'hui, c'est pas comme tous les jours ordinaires, c'est le 31. Tu peux pas nous dire que tu veux une fille comme ça, genre, c'est pas sûr que tu trouves une fille de joie. On lui a dit, il a dit, non, lui, là, aujourd'hui, là, s'il n'a pas eu une fille, genre, ça va pas aller. Il a trop envie. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Donc, c'est pas, ils sont là et tout, ils sont allés chercher dans la ville une fille. Ils s'en vont et ils voient un endroit où il y avait des filles de joie arrêtées bizarrement. Donc, il a dit qu'il a vu une fille tellement belle. Il lui a parlé, il lui a demandé c'est combien. La fille a dit que c'est 2000. Ils se sont garés là-bas pour faire leur truc bizarre. Il a raconté, il dit que non, ce jour, la façon, la fille même l'a pris, lui, il a jamais eu une fille comme ça de sa vie. Genre, c'était tellement, je sais pas, genre, il dit que ouf, la fille là, genre, c'était pas comme d'habitude en fait. Il dit tellement qu'il a aimé, il a donné 5000 à la fille. Il a donné 5000 à la fille. C'est pas genre... je pense que c'était quelques jours après. Il revient à l'endroit. Il voit que c'est plus des filles de joie en fait. Il voit que c'est plus des filles de joie. Il voit que c'est devenu un marché. 2 mois après, le monsieur tombe gravement malade. Une maladie très très mystérieuse. Personne ne sait ce qu'il avait. Personne ne savait. On va d'hôpital en d'hôpitaux. Bon, je comprends pas bien français. Il faut pas me juger. Et c'est pas si on dit hôpital ou hôpitaux. En tout cas,
il partait d'hôpital en hôpital. Quand il va à l'hôpital, on dit que, en tout cas, on ne sait pas ce qu'il a. Il était devenu tellement maigre. Et c'est un de ses amis qui lui a dit, bon, maintenant, vous savez, les gens, quand ils ont quelque chose, c'est quand tu finis tout, quand tu penses à Dieu, en fait. Ils sont allés à l'église pour prier. Et le pasteur a eu une révélation. Et le pasteur lui a dit que, en fait, tu te rappelles tel jour-là, tu avais couché avec une revenante. Ils se sont mis à prier. Heureusement pour lui, il a échappé, il n'est pas mort. Donc voilà, la morale de l'histoire, voilà quoi. Jugez de par vous-même. Faut pas aimer faire n'importe quoi à n'importe quel moment avec n'importe qui. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est chaud. Bonsoir, Chancia. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Vous voulez mettre très bas, hein? Ah, mais je sais pas pourquoi. Et les écouteurs? Bien sûr. Il faut retirer les écouteurs. Et qui... Mon histoire, c'est concernant la femme de nuit de mon grand frère et moi. Tout allait bien jusqu'à... Bon, un jour, on était là, ma grande soeur était partie en voyage. On était restés seuls dans la maison, dont il y avait lui, ma nièce et moi. Vous venez quoi? Bah donc on était là. Chacun était dans sa chambre. Moi, je partageais la chambre avec ma nièce. Faut pas lire les commentaires, s'il te plaît. Je partageais la chambre avec ma nièce. Et lui, il avait sa chambre à lui. Donc, je sais pas, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Jusqu'à un jour, il a décidé de venir dormir avec nous. Donc, on était là. On a dormi au moins pendant 3 jours ensemble dans la même chambre. Premier jour, quand il a dormi, quand il était venu me trouver, en fait, moi, je n'avais pas bien dormi. Je sentais la présence bizarre des gens dans la chambre. Le deuxième jour, aux environs de 24 heures, mon téléphone avait sonné, je m'étais réveillée pour répondre. Donc, après que je terminais de parler au téléphone, j'étais là, j'avais les yeux ouverts. J'ai senti comment quelqu'un était rentré dans la chambre. Une petite femme courte, un genre bizarre là, comme tes cheveux là. Donc, elle était rentrée dans la chambre. Je vois comment elle est montée sur mon lit. Il était 24 heures. Ce qui m'aide. Elle est venue me prévenir en me disant que je te demande de le laisser tranquille. Depuis là, je parle avec toi, tu ne me comprends pas. Laisse-le tranquille. Je ne veux plus que ce soit la première et la dernière fois. Je suis restée là. Je jure devant Dieu que je ne pouvais même pas bouger. La seule chose que je faisais, c'était seulement prier dans mon cœur. Je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement inapte. Complètement inapte. Donc, après qu'elle m'avait averti, elle est repartie. C'est pas que je l'ai pas vue, je voyais bien la femme en question. Elle est repartie. Après, mon grand frère a ouvert la porte, il est rentré. J'ai eu peur, la peur de ma vie, un degré que même moi-même, je sais pas. Le lendemain, je n'ai pas parlé, je ne lui ai rien dit, mais j'avais parlé à ma nièce. Le lendemain, j'ai parlé à ma nièce. Dans la nuit encore, la même femme est revenue. Toujours m'avertir. Oh non, je te demande de le laisser tranquille. Je t'avertis depuis là, tu ne comprends pas. Ce que je vais te faire là, tu vas voir. Je dis bien que je ne dormais pas. J'avais les yeux bien ouverts quand elle venait. Je ne dormais pas. 2 jours comme ça, là, je dis que, bon, là, trop, c'est trop. Plus qu'elle vient me prévenir, là, j'en ai assez. Je me confiais toujours à ma nièce comme d'hab. 3e jour, 2e jour, maman. La belle go est venue me gifler à l'épaule. Un degré que moi-même, je ne sais pas. Le matin, je me suis réveillée avec une forte douleur. À l'époque, j'ai dit, ok. Comment on appelle ça? J'ai fait part de ça à mon grand frère. J'ai dit, bon,
Quand c'est comme ça, moi, je n'arrive plus à bien dormir parce que il y a ta femme de nuit qui vient me déranger tous les jours. Jusqu'à m'a giflé en ce moment-là, j'ai mal au bras. Donc, dans ce cas, repars dans ta chambre. Il m'a regardé là, il me dit, oh, c'est vrai, tu as raison, machin. Si je fouille ma chambre, c'est parce que je n'arrive pas à dormir. Je ne trouve pas le sommeil, mais depuis que je suis venue dormir avec vous, j'ai quand même eu le sommeil les 3 jours là. Elle dit que ok, quand c'est comme ça, pardon mon frère, répare, laisse-moi tranquille. En tout cas, c'était juste ça mon histoire, pardon. À plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Bonsoir. Mara, Bonsoir, comment ça va? je vais bien et toi? Très bien, merci. Voilà. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, ce soir, il s'agit d'une dame, le service dans lequel j'étais affectée. On avait reçu une patiente qui arrivait. En fait, un matin, quand j'arrive, je trouve la dame, elle est couchée sur son lit et elle se tordait de douleur. Alors, j'ai voulu dire à la dame que voilà, tu vas sortir descendre de ton lit, comme ça, je t'accompagne au vestiaire. Elle me dit non, là, je ne peux pas descendre du lit. J'ai dit comment ça? Elle dit je ne bouge pas. En fait, c'est une femme qui était évacuée d'un pays où je ne dirais pas le nom ici. Évacuée d'un pays, en fait, elle vivait, elle m'a raconté l'histoire, je dis mais pourquoi tu te lèves pas? Elle voulait changer sa serviette hygiénique. Alors, je lui ai dit de me raconter son histoire, qu'est-ce qui l'a amené ici à l'hôpital et comment ça se fait que tu te lèves plus de ton lit et tout maintenant, tu fais tout maintenant sur place. Elle dit, j'avais rencontré un homme dans mon pays. Cet homme, au début, vraiment, il m'a comblé des cadeaux. Il était au petit soin avec moi. Je manquais de rien. Alors, c'est le jour où nous sommes mariés. Après notre mariage, quelques années plus tard, je tombe enceinte. J'annonce mon mari la grossesse. La bonne nouvelle, le monsieur, il est en colère. Il se met en colère et il se met à battre. Donc, à chaque fois qu'elle a tapé un retard, son époux, je parle pas de son copain, mais son époux la battait. Et il faisait si commence des rapports par exemple à 20h, c'est de 20h jusqu'à 6h qu'il est sur elle. Il ne quitte pas. Oui. Donc, il faisait des rapports de 20h ou de minuit à 6h. Pas question d'aller se soulager ou pas. Non, 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 non. Et là, la dame, elle n'en pouvait plus. Alors, la dame est allée, elle allait porter plainte. Mais le monsieur l'avait battu à un niveau où elle ne se levait plus. Et le monsieur a été recherché par la justice. Et il fallait en fait qu'on retrouve le monsieur, enfin que il puisse se divorcer. Mais le monsieur avait refusé catégoriquement. Et alors on a évacué la femme, l'épouse ici. Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on m'a raconté l'histoire. Et après, bon, le lendemain, quand je suis revenue à l'hôpital, je ne l'avais plus trouvée. Je ne sais plus si elle avait... Je ne sais plus la suite, en fait. Donc, c'était ça mon histoire. Donc, c'est la leçon de l'histoire, c'est toujours, voilà, il faut faire très attention. Les hommes, quand on rencontre un homme, ils ne viennent pas nous dire, ils ne viennent pas vers nous en disant que voilà, je t'aime, mais je suis un homme, voilà, mystérieux, franc-maçon ou quoi, non. Mais c'est après le mariage, c'est après l'union là que ils ont ce pouvoir-là de faire de nous ce qu'ils veulent en fait. Donc c'est de faire attention. Prenons la peine de connaître avec qui nous allons, qui va nous épouser, avec qui est notre partenaire, qui partage le même lit que nous, celui qui sera notre époux demain. Donc voilà, c'était ça. Vraiment, la suite dans les commentaires. Merci pour l'histoire. Merci. Voilà, c'était ça. Il est minuit 14 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter ici et se reprendre mercredi 20h comme d'habitude. Merci beaucoup pour toute la force que vous donnez au mouvement. Et c'est ça. Maintenant, rendez-vous demain à 12h pour des histoires mystiques. Tous les jours, on poste sur YouTube
Et on a 2 chaînes YouTube. DMG TV où on poste chaque 12 heures des histoires mystiques. Et il y a l'autre chaîne où on poste des histoires exclusives en soirée, 18h, parfois 16h, 17h, 18h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Passez une très bonne nuit et surtout, priez avant de dormir.